Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. Alors bonjour à vous, là je suis avec un nouvel entrepreneur, vous allez adorer. Donc c'est le fondateur de The Family, Oussama Ammar, il est avec moi. Suivez bien cette interview parce que vous allez découvrir les facteurs clés qui vont vous permettre, vous en tant qu'entrepreneur, qui vont vous permettre de réussir. Il est avec moi pour répondre à mes questions, suivez cette interview. Salut Oussama. Bonjour, merci de me recevoir. Tu vas bien? Très bien, et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, parce que tu sais, je parle beaucoup de toi dans mes événements, je raconte 2-3 de tes anecdotes. Et en plus, tu vas bientôt venir le raconter directement. Et là, je me suis dit, j'ai trop de personnes qui me suivent pour ne pas te faire découvrir aux personnes qui me suivent. Merci. Donc voilà, avant qu'on aille sur ton parcours, déjà une première vidéo sur, selon toi, quels sont les facteurs qui permettent de réussir en tant qu'entrepreneur? Et juste avant, pour qu'ils sachent un peu à qui on écoute, voilà, qui tu es en une phrase, parce que voilà, je tiens à le dire parce qu'il est plutôt modeste, il a rencontré des grands entrepreneurs, il a eu une entreprise qui a cartonné, qu'il a revendue, et là aujourd'hui il a un incubateur de start-up qui cartonne aussi. Donc voilà, c'est moi qui le dis, ça lui évite de le dire, je te laisse rajouter le reste. Merci David. Alors moi j'ai un parcours un peu étonnant parce que j'ai commencé à travailler extrêmement jeune et j'ai commencé à travailler par hasard. Ma mère faisait des ménages chez un type, le type avait besoin d'un site internet. J'ai fait le site internet sans savoir que j'étais en train de travailler. Ça a changé la vie, la carrière du type parce que c'était exactement ce dont il avait besoin au bon moment. Et il a donné de l'argent à ma mère qui devait représenter 4 ou 5 mois de salaire pour ma mère qui était femme de ménage chez lui. Donc ça a été un déclic et ce déclic j'avais 12 ans et je suis tombé dans le bain de l'internet. À 15 ans, j'avais fait pour la première fois un exit en vendant une boîte. Et tout ça, en plus, je l'ai toujours vécu à côté de l'école. En vendant une boîte qui était valorisée combien à 15 ans? Pas beaucoup, c'était le 1 million de francs, mais je sais pas combien ça fait aujourd'hui d'ailleurs, 1 million de francs, mais 150 000 euros quoi. Bah à 15 ans ça le fait. Mais voilà, à 15 ans ça le fait. Surtout 1 million de francs à ce moment-là, c'est presque 1 million d'euros aujourd'hui quoi. Ouais, sans doute en fait. Bon, ça a été dépensé assez vite, donc je sais pas, mais en tout cas c'était une expérience. Et en fait, moi j'ai vécu mon parcours un peu à l'envers parce que j'ai commencé par avoir de la chance et réussir dans le milieu entrepreneurial, et j'ai fondé une boîte plus importante avec plus d'investisseurs, plus de moyens, etc. Et pour la première fois, j'ai essayé de faire les choses sérieusement, de façon professionnelle. Et là, ça a été un fiasco total, puisque non seulement j'ai perdu tout l'argent qu'on m'a donné, mais en plus, personnellement, ça a été extrêmement dur. J'ai vraiment, ça a été très dur à moi-même. Et en fait, c'est un moment qui, mine de rien, est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que je pense que si j'avais réussi à ce moment-là, je serais devenu insupportable d'arrogance. Et le fait d'avoir vécu un échec aussi fracassant, en fait, m'a fait poser plein de questions sur moi-même. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, grâce à cet échec, finalement, moi, ce que je dis souvent aux entrepreneurs, je leur dis, je sais pas comment vous aider pour réussir. Ça, c'est compliqué d'aider un type en lui disant, ça, c'est le bon marché, ça, c'est le bon produit, ça, c'est très compliqué. Mais par contre, lui dire comment tout le monde se plante, alors ça, c'est beaucoup plus facile, surtout que moi, je fais à peu près toutes les conneries sur Terre en moins de 3 ans. Donc ça a été une grosse learning curve, et comme j'en ai retiré énormément de leçons, comme j'en ai retiré énormément de leçons, ça m'aide beaucoup en fait dans mon accompagnement quotidien des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut réussir et c'est quoi les clés du succès pour un entrepreneur? Je pense que la plus fondamentale à toutes, alors moi j'ai une théorie assez personnelle sur les qualités qu'il faut, mais il y a quelque chose de vraiment très fondamental, c'est le courage. Et alors le courage justement c'est quoi? Le courage c'est de faire les bonnes choses au bon moment malgré ce que ça coûte, et parce que c'est le courage qui est la mère de toutes les qualités. C'est facile d'être honnête tant que c'est pas dangereux. C'est facile d'être loyal tant qu'il y a rien à y gagner. C'est facile d'être fidèle tant qu'il n'y a pas une trahison qui pourrait rapporter énormément. Or l'attention, souvent on pense que les entrepreneurs sont des gens manipulatifs, etc. C'est pas vrai. La plupart du temps, c'est des gens très fidèles, très solides, extrêmement tournés vers le long terme, parce qu'il y a que le long terme qui paye vraiment en fait. Tous les coups qu'on peut faire à court terme, toutes les petits trucs, astuces, filouteries qu'on peut faire à court terme, elles payent, mais elles bâtissent pas de la valeur de long terme. Or pour durer, pour être un Bill Gates, un Steve Jobs, ou tous ces gens qui nous font tous rêver, je pense que quelque part, quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on rêve de ces gens-là.
faut pas oublier la leçon la plus importante qu'ils représentent tous, c'est qu'ils ont tous fait des choses pour le très long terme. Des grandes visions. Grandes visions exécutées pendant très longtemps. Et ça demande du courage. Ça demande du courage. Par exemple, j'ai un ami récemment qui m'expliquait cette histoire. Il vient de vendre sa boîte 50 millions de dollars. Je peux pas encore dire son nom, mais ça va bientôt être. Ça va bientôt se savoir, en tous les cas. Ça va bientôt se savoir. Et je lui disais, alors, c'est quoi qu'est-ce que t'en as retiré? Qu'est-ce que t'as appris? Il m'a dit une histoire que j'ai jamais dit à personne, mais en fait, au tout début de mon histoire, j'ai eu la chance de rencontrer un entrepreneur très célèbre, puisqu'il a eu la chance de rencontrer le fondateur d'une entreprise américaine qui est assez peu connue en France, mais qui est très connue aux États-Unis dans l'internet. Et il me dit, je suis arrivé dans son bureau, j'étais plein d'espoir, je lui raconte ce que je fais. Et le type me regarde dans les yeux, il me dit, écoute, boy, I will tell you, je vais te le dire. Arrête tout de suite, tu vas perdre ton temps, c'est de la merde. Et il s'est complètement effondré dans le bureau, il a commencé à lui dire mais non, machin, et le type lui dit écoute, ça fait 15 ans que je suis dans ce business, je sais reconnaître un mauvais business quand j'en vois un. Ton truc c'est de la merde, arrête tout de suite. Et il est sorti du bureau, il était complètement sonné, et en bas du bureau, il y avait son frère, ses cofondateurs, il y avait tout le monde qui attendait. Et il est descendu en bas, il a dit bon, il peut pas investir parce qu'il a un conflit d'intérêts, mais il adore. Et il me dit c'est le mensonge initial de ma putain de boîte. Et en fait, il me dit j'ai eu le courage à ce moment-là de dire mais va te faire foutre, je t'écouterai pas, je fonce quand même. Et 3 ans après, il le regrette pas. Et ça, je pense que s'il y a quelque chose que les gens peuvent apprendre en France, c'est que finalement le succès c'est jamais quelque chose qui t'est donné par quelqu'un. Le succès c'est quelque chose que tu prends, c'est quelque chose que tu construis, tu vas le chercher. Et donc ça veut pas dire que ce type avait raison ou tort. Elle est pas là le point. Le point, peut-être, il y a des milliers de gens qui ont dit à des gens tu vas te planter, ils l'ont fait quand même, ils se sont plantés. Mais c'est pas grave, en fait. Parce que ce qui compte, c'est regarder l'information et décider est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas. Et ça demande du courage. Et ça demande énormément de courage. Parce que le courage, c'est le fondement de ça. Si on n'a pas de courage, on écoutera toujours la dernière personne à parler qui est la plus forte. Mais c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, bâtir cette autonomie, bâtir cette liberté, bâtir ce courage, il y a rien de plus important pour un entrepreneur. Alors du coup, je me pose la question, vu que l'objectif c'est d'aider les gens, est-ce que tu penses qu'on peut développer le courage? Alors, bonne question. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est un truc que je répète tout le temps. J'ai même une devise, anyone can be an entrepreneur. Alors on me traite de démagogique, on me dit que c'est n'importe quoi de mettre ce genre d'idée dans la tête des gens. C'est-à-dire c'est l'idée d'un programme que tu as en ce moment, c'est ça? Ouais, exactement. C'est l'idée d'un programme qu'on a en ce moment. Mais en fait, quand je dis anyone can be an entrepreneur, les gens entendent everyone can be an entrepreneur. Et en fait, il y a une grosse différence entre anyone and everyone. Si tout le monde peut être un entrepreneur, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir un entrepreneur. Ça veut juste dire qu'on ne saura jamais d'où vient le prochain entrepreneur. Tout le monde peut être millionnaire, mais tout le monde ne va pas être millionnaire. Exactement. C'est exactement la même chose. Mais le point, en fait, il est que on peut apprendre le courage à partir du moment où on a fait le choix, en fait, de rentrer sur un chemin d'apprentissage. Et malheureusement, la vie est très injuste parce que il y a des gens qui sont plus ou moins talentueux. Il y a des gens qui apprennent très vite. Il y a des gens qui apprennent très lentement. Mais la vérité, tout le monde devrait pouvoir essayer et on devrait jamais a priori juger quelqu'un parce que c'est toujours les histoires étonnantes qui fabriquent des trucs. D'avance, on ne sait pas finalement si on a le truc ou pas. Exactement. Donc dans le doute, autant se donner le paquet. Exactement. Et ça, je pense que c'est très important. Donc on peut apprendre le courage, on peut apprendre tout ce qu'il y a de très contre-naturel à être entrepreneur. Parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est faire des choses très contre-naturelles et c'est ça qui est bizarre. C'est que, notamment, une histoire que je raconte tout le temps, c'est quand on est entrepreneur, faut apprendre à savoir donner du feedback. Et c'est compliqué de donner du feedback. T'imagines, t'es avec un pote un samedi à la maison, il te montre ses photos de vacances. Et là, tu te lèves devant tous tes amis, tu dis, écoute, tes photos sont très bien, mais tu vois, sur cette photo-là, l'angle n'est pas bon. Sur cette photo-là, la couleur aurait pu être meilleure. Tu passerais pour le pire des enflures, tu passerais pour quelqu'un de très bizarre. Pourtant, un entrepreneur, c'est ce qu'il fait toute la journée. Il y a des gens qui viennent lui montrer des choses et il dit ah ça tu pourrais l'améliorer. Et apprendre à savoir donner ce feedback en regardant les gens sans se décomposer, donc avec encore une fois beaucoup de courage en fait. Bah ça c'est pas naturel, tu n'es pas en faisant ça. Moi je peux raconter la première fois que j'ai dû virer quelqu'un de ma vie, un acte de courage parmi tant d'autres. Bon, la première fois que j'ai viré quelqu'un de ma vie, je me suis décomposé, je l'ai fait par SMS quoi.
J'ai convoqué la personne pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, j'ai craqué, j'ai envoyé un SMS avec un smiley. Donc j'en suis pas fier. Enfin, c'est tout évident. Ça a forgé la personne que t'es aujourd'hui, quoi. Mais voilà, c'est ce genre de honte initiale font qu'après on se dit non, plus jamais je recommence ça et je fais. Et alors une autre histoire qu'on m'a racontée quand je vivais dans la Silicon Valley, parce que j'ai vécu 3 ans dans la Silicon Valley à investir dans les startups. Et c'est le type qui a ouvert le compte en banque de Mark Zuckerberg qui m'a expliqué ça. Et il m'a dit le jour où Mark Zuckerberg a ouvert un compte en banque, il était sur le parking avec Sean Parker et Sean Parker le tirait vers la banque et Mark disait non, je veux retourner à Harvard, c'est de la merde, de toute façon Facebook ça marchera jamais. Et Sean Parker était là, tu vas rentrer dans cette putain de banque et tu vas l'ouvrir ce compte. Il dit ouais, mais si je crée des dettes et machin, je sais pas comment ça se passe, si je dois de l'argent, est-ce qu'on va venir chercher mes parents? Et oui, parce que c'était un gamin de 19 ans. Et le problème qu'on a, c'est qu'on regarde, et je pense qu'on l'a en France un peu plus qu'ailleurs, c'est qu'on regarde tous ces gens par la fin, et on cherche la version de Zuckerberg à 19 ans. Et on imagine que Zuckerberg à 29 est le même que Zuckerberg à 19. Mais en fait, c'est terrible de faire ça, pour une raison extrêmement simple, c'est que, à mon avis, quelqu'un qui ressemble à 19 ans à Zuckerberg à 29, sans jamais rien avoir fait de sa vie, donc qui a l'assurance, l'arrogance et tout ce qui va avec, et en fait, quelqu'un qui fera jamais rien. Parce qu'on voit pas l'effet du succès, l'effet d'avoir bâti un truc. Évidemment, quand on a bâti un site internet avec 1 milliard d'utilisateurs, ce qu'on dit a du poids. Mais quelqu'un qui voudrait avoir le même poids sans jamais rien avoir fait dans sa vie, est par définition, en fait, quelqu'un de pas très bien, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut voir aussi comment la légitimité change aussi son rapport aux autres, et comment les réussites qu'on a eues dans sa vie changent son rapport aux autres. Et Zuckerberg, c'était quelqu'un de très modeste, qui savait pas ce qu'était le design, savait pas ce qu'était un logo, c'est pas. Et il s'est vraiment mis en voie d'apprendre les choses et de faire. Il était très mauvais à parler en public. Moi, je me souviens, tout le monde. Je me souviens d'un investisseur il y a 4 ans qui me disait c'est débile, il ferait mieux d'embaucher quelqu'un pour faire le public talk. Et il a pris une coach qui est venue tous les matins 2 heures. Ça lui a pris 3 ans parce qu'il était mauvais. C'était pas un truc où il avait un talent naturel. Mais au bout de 3 ans, maintenant, quand il parle en public, tout le monde reconnaît, dit next Steve Jobs, je sais pas quoi, blablabla. Oui. Les gens ont oublié comment il était il y a 3 ans. Regardez juste une vidéo, l'interview, Mark Zuckerberg interview D8, où il se décompose sur scène tellement qu'il est stressé, et il est en sueur. Il est en sueur, tu sais, la chemise est transparente. Et ben ça, aujourd'hui, ça arriverait plus, en fait. Parce qu'il a été coaché. Il a eu le courage d'ailleurs de le faire. Et il a eu le courage de le faire. Toi qui as un programme qui d'ailleurs, je le ferais si j'étais disponible les samedis, mais j'organise mes propres séminaires. On avait discuté que dans le courage, tu décomposais des sous-caractéristiques. Ouais. J'imagine que du coup, dans le programme, c'est un des trucs qui va être développé et tu vas aider ces gens-là à développer ces caractéristiques. Finalement, si on disait, tiens, si je suivais ton programme, ou si même quelqu'un qui nous regardait suit le programme, à la fin, il dure 5 mois. 5 mois, ouais. À la fin des 5 mois, quelles sont les 5 caractéristiques qu'il a développées? Alors, je crois que c'est 5 s'il y en a. Ouais, nous on en a 5 et je pense que c'est les 5 piliers en fait de l'entrepreneuriat. Ouais. La première, c'est la détermination. La détermination, c'est la capacité à jamais lâcher, et quand quelque chose est dur, on le fait quand même et on va jusqu'au bout et on ne lâche jamais rien. Et je pense que ça se rapproche énormément de la mentalité d'une mentalité un peu guerrière, un peu il fait froid, j'avance. Il fait chaud, j'avance. Peu importe de ce qu'il va falloir faire, j'y vais. Peu importe les conditions, je le fais. Et jamais je vais me chercher d'excuses. Je pense que les bons entrepreneurs sont des gens qui finissent par être immunisés à l'excuse. Ils voient jamais les échecs comme expliqués par autre chose que par leur échec. Bon, j'ai raté. Et ils s'en lamentent pas non plus. Next. C'est pas grave. Des fois on gagne, des fois on perd. C'est pas très grave. La deuxième chose, c'est la flexibilité. Parce que il y a une grande différence entre la détermination et l'obstination. La détermination, c'est le fait de faire tout ce qu'il faut pour arriver quelque part. L'obstination, c'est faire toujours la même chose en espérant que ça finisse par changer. Par exemple, pousser la tour Eiffel et attendre qu'elle bouge. Exactement, exactement. Et ça marche pas. Du coup, c'est juste intéressant. Comment on sait, là on pourrait peut-être philosopher pendant longtemps, comment on sait à quel moment on est en train de basculer dans l'obstination? En fait, je pense qu'il y a une méthode toute bête, c'est que toute action qu'on fait devrait être mesurable. Et donc avoir ce que nous on appelle une KPI, une Key Performance Indicator, et donc on devrait toujours regarder les datas de ce qu'on fait et l'impact de ce qu'on fait, et on devrait jamais hésiter à faire des choses différentes pour voir si les choses différentes ont pas plus d'impact. Et ça évite de tomber dans l'obstination, parce que on n'est pas dans un flou artistique par rapport à ses actions, mais on transforme un gros objectif en tout petit pas. D'ailleurs, je pense que c'est un truc qu'on partage, c'est un truc qu'on répète tous les deux tout le temps.
C'est que t'es obligé de faire des petits pas. Tu peux pas, personne n'a bâti Facebook. C'est comme si Mark Zuckerberg s'était levé en disant, je vais faire Facebook 1 milliard de mecs sur mon site. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire 1 milliard? Et comment je fais pour faire 1 milliard aujourd'hui? Ça marche pas. C'est d'abord toutes les écoles, après tous les lycées, après toutes les machins. Et ils continuent comme ça, hein. Moi, j'ai petite anecdote, en ce moment, leur grand dada, c'est l'Afrique. Peu de gens utilisent Facebook en Afrique. Ils se sont rendus compte que les Africains avaient des téléphones mobiles plus que des ordinateurs. Et ils ont mis par modèle de téléphone en vogue en Afrique un ingénieur dédié. C'est un travail de fourmi immense, en fait, leur travail pour optimiser, pour qu'il n'y ait pas de réduction de croissance. Et ça se déploie en parallèle. Il doit y avoir 300 personnes qui travaillent sur 200 modèles différents de téléphones. Pour que chacun soit conquis à 100%. Ça, c'est de la détermination. L'obstination voudrait que se dire les gens vont passer à iPhone tous et t'attends que ça arrive. Ça c'est pas terrible. D'accord, je vois le truc. Donc du coup c'est apprendre la flexibilité. Voilà. Et notamment je pense que l'une des meilleures façons d'apprendre la flexibilité, c'est que quelqu'un te raconte toutes les grandes histoires de flexibilité qu'il y a eu, qui sont souvent ignorées parce que l'entrepreneuriat a un grand problème, c'est que tout ce qu'on lit dans la presse est faux. Et pour une raison toute bête, c'est que ce qu'on lit dans la presse, c'est le storytelling des entrepreneurs. Que la première qualité d'un entrepreneur, c'est de bien savoir raconter des histoires, et que aucun entrepreneur ne parlera jamais de ses cadavres. Et tous les entrepreneurs ont des cadavres. Et toi, est-ce que tu parlerais de tes cadavres? Moi, je parle jamais en public de mes cadavres, mais je parlerai en privé de mes cadavres. Mais j'en ai plein, et on en a tous. Mais je pense que c'est une responsabilité grande que tu as vis-à-vis de ton entreprise, de savoir aller de l'avant et savoir raconter la meilleure histoire possible en public. C'est le always be closing, c'est le storytelling, c'est tout ça. Et c'est peut-être la grande différence entre les Américains et les Français, c'est que les Américains, c'est très naturel pour eux, parce qu'ils l'apprennent à l'école. Show and tell, blablabla, ils ont des trucs comme ça. Nous, en France, l'une des histoires que je raconte souvent, c'est que les types viennent en te racontant toute l'historique de leur histoire. Même ce qui a raté, alors ça t'apporte aucun élément à part te déprimer. Et moi, je dis souvent, est-ce que quand tu rencontres une femme ou un homme quand t'es une femme, est-ce que tu donnes l'identité et l'adresse complète de tous tes ex avec leur mensuration? Personne fait ça. Ça paraîtrait super bizarre. Mais en fait, c'est ça qu'un entrepreneur fait en disant, alors au début, j'ai voulu faire A, mais en fait, A, ça a pas marché, alors j'ai parlé pour faire B, maintenant, et puis en fait, C, et puis le mec, t'es là, tu dis, mais tu fais quoi en fait? Ah bah, je fais Z, attends, il reste encore 22 lettres dans l'alphabet. Non, tu viens, tu dis, je fais Z, j'ai toujours fait Z, pas grave, et les gens connectent ou connectent pas tout de suite. Donc ça, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre la flexibilité, c'est d'apprendre le storytelling et d'apprendre les storytelling. L'une des choses qu'on va faire dans ce programme, c'est raconter énormément d'histoires que les gens n'entendront pas, racontées par les fondateurs eux-mêmes dans un cadre très privé. Oui, c'est d'ailleurs une de tes particularités, c'est ta capacité à créer un réseau. Voilà. Et non seulement à le créer, mais aussi à le mobiliser au service de sa famille. Exactement. Et du coup, c'est vrai que tu me parlais, il y a Seth Godin qui... Ouais, le 1er de juillet qui vient à Paris. Donc c'est assez énorme. Donc du coup, c'est pas seulement juste de la théorie, c'est que tu fais venir des gens qui parlent de leur expérience concrète terrain et donc, comment ils ont transformé. Donc soit ils vont venir, soit on va recueillir leurs témoignages et on va le diffuser pendant les cours et on en parlera pour réagir dessus, etc. Donc je pense que... C'est assez terrain, quoi. C'est très terrain, c'est très terrain. C'est que c'est un mélange entre très théorique et très terrain. Et je pense qu'il faut avoir les deux. Ouais. Parce que d'ailleurs, il y a une phrase d'Albert Einstein que j'adore, qui est la théorie, c'est quand ça marche pas, mais personne sait pourquoi. Et la pratique, c'est quand ça marche, mais personne sait pourquoi. Et en fait, nous, on veut faire la pratique et la théorie. C'est-à-dire qu'on veut que ça marche et que tout le monde sache pourquoi. Et c'est très important de pas oublier l'aspect théorique des choses. Ouais, mais je pense que c'est clair que intégrer les deux, c'est la même chose. C'est comme les gens qui disent moi je veux fonctionner qu'avec ma tête, pas mon cœur. Et les autres qui disent je veux fonctionner qu'avec mon cœur, pas ma tête. Je pense qu'à un moment donné, si on a les deux, c'est que c'est intéressant d'utiliser les deux. Exactement. Donc on en a vu deux. La troisième, ce serait quoi? Alors troisième, c'est l'imagination. Alors ça, j'aimerais bien en parler pour une raison très simple. Tout le monde pense que les grands entrepreneurs sont des gens très intelligents, voire plus intelligents que la moyenne. Et moi, j'ai souvent constaté, alors je le dis avec beaucoup d'amusement, qu'il y a quand même beaucoup de cons qui réussissent vachement bien. Et alors, c'est quelque chose qui m'a longtemps intrigué. Je me disais, mais c'est pas possible, ces types, ils réfléchissent mal, ils sont pas très puissants intellectuellement, ils sont très limités, et ils ont des succès fulgurants. Et un jour, il y a un truc qui m'est apparu, en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, comment je peux devenir un peu plus con? Ouais, non, peut-être, non, ça, justement, c'était plutôt à l'envers, je me disais, comment être encore plus intelligent et réussir quand même? Ça commençait à m'inquiéter. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin,
j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite, en sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux, c'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux, et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.